Méditerranée, mer Rouge, océan Indien, réduisant ainsi de plus de la moitié la distance entre l'Europe et l'Asie. Il essayait de nouer son serpent en nœud de cravate. À la dernière minute, il quittait le port, dégringolant, son serpent à la main, l'échelle de coupée, alors que le Jean Laborde s'engageait dans le canal de Suez. En 1955, la Compagnie universelle du canal était une société égyptienne au président français. L'Égypte la nationalisa l'année suivante, en 1956. Cette voie, longue de 170 km, ne comporte pas d'écluses et traverse les lacs et le désert sablonneux. C'est l'impératrice Eugénie qui inaugura triomphalement le 16 novembre 1869 le canal de Suez. Le yacht impérial avait à son bord l'empereur d'Autriche, François-Joseph, et une suite chamarrée de princes européens et d'ambassadeurs. Sur un des 48 navires de la flotte, les journalistes, dont Théophile Gautier et Louise Collet. Louise ne vit rien du fastueux événement, car elle ne quitta pas son étroite cabine, accablée par le soleil et les moustiques. Elle ne cherchait qu'à remettre ses pas dans ceux de son ami Flaubert. Elle ne vit pas, à tribord, la route, le canal d'eau douce et la voie ferrée, et à bâbord, la dernière oasis avant le désert d'Arabie. À la fourche, le Jean Laborde s'engagea dans le convoi des 11 navires de la branche occidentale. Tandis que ceux qui remontaient vers le nord semblaient se déplacer dans les sables. Berges, métamorphose des berges, nous savons maintenant que vous restez. C'est en passant que l'on vous voit passante, et votre aspect change par notre fuite, malgré votre fidélité, écrivait André Gide. Le pont tournant d'El-Ferdan, sur lequel passait la voie de chemin de fer, n'existe plus. Il fut coulé en 1956. De la timonerie, où nous étions installés pour filmer, nous admirions le coucher du soleil sur Ismaïlia. À 5 heures du matin, le Jean Laborde passa au large de Port Youfik. Dans le lointain, de l'autre côté de la lagune, on apercevait les buildings de Suez. Le navire avait franchi le canal. Le golfe est cerné de montagnes mauves, derrière s'étend le pays de la soif, où l'homme voit la pluie tomber 1 ou 2 fois dans sa vie. À l'est, le mont Sinaï. À 2 reprises, le trafic tout entier fut interdit sur le canal, conséquence de la guerre israélo-égyptienne.
Les navires reprirent alors, autour de l'Afrique, l'ancienne route des Indes. Il fait réellement très chaud et les passagers s'inquiètent pour leurs chiens. Avec les tissus multicolores achetés à Port Saïd et des papiers de couleur, les mamans avaient confectionné des déguisements pour la fête des enfants, heureux de recevoir des prix. Une côte plate baignée de brume. Nous arrivions à Djibouti, aboutissement des hauts plateaux d'Éthiopie. La ville de 15 000 habitants, dont les Français construisirent le port en 1892, est une ville des plus chaudes du globe. C'est un point stratégique au débouché de la mer Rouge. Le chemin de fer relie la ville à Addis Abeba. Les arbres de la place ombrageaient le café du palmier en zinc. Le palais du gouverneur. Les frères du Saint-Esprit qui vont à Madagascar rendent visite aux frères maristes de l'école Charles de Foucault. Arthur Rimbaud, Henri de Montfred nous avaient fait rêver d'Aden, de Bock et d'Harare. Peu de passagers avaient quitté l'ambiance climatisée du paquebot. Certains étaient descendus seulement pour acheter sur le quai les cannes à la pêche au gros, réputées pour être à Djibouti très belles et très solides. Deux journées de mousson au large du cap Kardafui retardèrent la fête du passage de l'équateur. C'était le fameux et classique baptême de la Lune. Neptune, roi de la mer, et Amphitrite, son épouse, avec leur cortège de gendarmes et de sauvages, sont les hôtes du Jean Laborde.
Le commandant interpelle son auguste passager qui, pendant quelques heures, sera seul maître à bord. Passager qui, pour la première fois passé d'un hémisphère dans l'autre, vous allez être jugé afin de savoir si vous êtes digne de recevoir, selon la tradition des gens de mer, le baptême de la ligne. Les néophytes, après un jugement sommaire, subissaient l'épreuve du bain forcé. La bonne humeur était générale. Passagers, jeunes officiers, pâtissiers, cuisiniers, embarqués pour la première fois, participaient à la cérémonie. Et les rois de la mer retournaient dans leur élément. Dans la cuisine, le pâtissier décorait les gâteaux. Le dîner se déroula avec plus d'apparat que de coutume. La pièce montée et le canard à l'orange étaient de véritables œuvres d'art. Tous les passagers, réunis sur le pont des Premières, dansaient dans la nuit tiède jusqu'aux premières heures du matin. Après Alexandrie, Port Saïd, Djibouti, écrasé de soleil, Mombasa, le grand port du Kenya, fut la première escale à la végétation luxuriante. Le Jean Laborde dut opérer une savante manœuvre pour se loger à la place qui lui était réservée dans le port. Nos amis belges et anglais nous quittaient pour rejoindre la merveilleuse région du lac Kivu. En 1955, l'île de Mombasa, aujourd'hui partie intégrante du Kenya, appartenait à la couronne britannique qui en payait le loyer chaque année 10 000 livres au sultan de Zanzibar. Sa population se composait de 70 000 Africains, 20 000 Indiens, 14 000 Arabes et 3 000 Européens.
L'Institut Muslim comptait 240 élèves. C'était un grand collège dont l'Aga Khan était l'un des fondateurs. L'hôtel Niali, hôtel pour milliardaires, était le plus réputé de l'Est africain. À la sortie du bras de mer, le fort Jésus. Il y a 4 siècles, les fameux navigateurs portugais y soutinrent un siège de 30 mois contre les Arabes. Un pont flottant reliait Mombasa au continent. Le Jean Laborde, qui avait suivi la côte est de l'Afrique depuis notre première escale, mit le cap sur la grande île rouge de Madagascar. Il passa au large des Comores, les anciennes îles de la Lune. Une carte postale seulement de Nosy-Bé, l'île au parfum, rendez-vous des touristes du monde entier. Au joyeux rivage,